aujourd'hui qui s'intitule « Le jeu est-il un nous ?» Alors j'en ai fait une question pour ne pas faire trop dogmatique, vous trancherez, et parler de la philosophie de Simeon Frank, que je vous présenterai en cours de route. Je vais d'abord faire une petite introduction et je vous présenterai un peu la figure de Simeon Frank. Qui suis-je? Qu'est-ce qui fait de moi une personne singulière? Qu'est-ce qui fait de vous qui m'entourez des personnes singulières elles aussi? Il est d'autant plus difficile de répondre à cette question que l'on se perd très facilement en chemin, ou bien on se perd dans le décompte indéfini de nos particularités, être un homme ou une femme, une Iséroise ou une Savoyarde, question cruciale, avec telles préférences et telles antipathies, etc. Particularités qui cependant se révèlent variables et toujours partagées en commun, ne faisant finalement que nous distinguer d'autres communautés d'appartenance sans jamais réellement nous singulariser en première personne comme des jeux, des moi. Ou alors on se perd dans des généralités abstraites qui certes permettent de surmonter le pluriel indéfini de nos déterminations, mais détruisent là encore l'objet de l'enquête, à savoir le jeu, la première personne du singulier, comme quand on dit par exemple que nous sommes des individus, étymologiquement ce qui ne peut pas être divisé, des représentants de notre groupe social ou de notre espèce animale, ou encore un sujet qui doit répondre moralement ou juridiquement de ses actes. Dans tous les cas, pour reprendre les personnes grammaticales, c'est comme si je restais pour moi-même un il ou un elle, en l'occurrence, un exemplaire parmi d'autres et non pas un je, c'est-à-dire quelqu'un qui est un moi pour soi. Je reprends une expression de Vladimir Jankélévitch, un moi pour soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle une ipséité. Le je, c'est celui qui est pour soi-même un moi. Et donc, de cette première approche, une difficulté surgit tout de suite. Est-ce qu'il existe une unité réelle de tous ces aspects de moi? Est-ce que le jeu est simple ou composé? Et dans cet exposé, j'aimerais revenir sur l'évidence moderne de l'absolue simplicité du jeu, que je devrais rencontrer dans ma conscience. Évidence qui a été souvent remise en question dans l'histoire de la philosophie, mais plutôt en faisant appel à l'expérience de la variété de mes états intérieurs, d'une pluralité d'états de conscience hors desquels le jeu n'existerait pas, le jeu serait une abstraction, une fiction, ou alors en faisant appel à l'obscurité de l'inconscient et aussi à son caractère décousu. Ici, nous allons cheminer avec un auteur russe qui propose une toute autre critique de l'évidence du jeu à partir de la notion de communauté intérieure qui se dit en russe sabornest. Je reviendrai sur ce mot qui veut dire, qui se traduit par conciliarité, mais qui n'est pas donc du côté de la dispersion du pluriel, mais du côté de la communauté d'un nous, ce qui a donné son titre à mon exposé. Donc cette idée de communauté intérieure permet de penser la personne non pas à la manière d'une chose, alors ça a été déjà dit ce matin par Lionel, la personne se comprend par différence avec la chose. Donc ne pas penser la personne à la manière d'une chose, mais comme une société, un ensemble de relations que nous sommes. Simeon Frank est un héritier de la notion chrétienne de trinité, trois personnes et une seule essence divine. Là encore, il ne va pas être question de prier, je vais avoir une approche laïque, une pensée qui est religieuse, mais cette idée de la personne comme communauté intérieure, elle doit beaucoup à la trinité chrétienne. Et Frank est aussi héritier de la philosophie antique, en particulier de Plotin, qui nous décrit, nous les humains, non pas comme un jeu singulier, mais comme un nous,
émeis en grec, nous, qui est défini à partir de ce à quoi il décide de se relier. Et il n'est ni l'un ni l'autre. Donc ce que nous sommes, c'est ce à quoi nous nous relions, soit notre part divine, l'intellect. Dans le système de Plotin, il y a 3 grandes réalités, l'âme, l'intellect et l'un. L'âme, qui n'est pas non plus nous, elle peut soit se relier à l'intellect par un effort un cheminement philosophique par la dialectique et une simplification de soi qui nous permet de ressembler aux dieux, aux intelligibles. Ça, c'est une première possibilité pour nous. Soit de nous relier à notre corps, de nous laisser séduire par l'apparence de notre corps et par son... laisser en quelque sorte charmer par le souci de notre corps, et dans ce cas-là, nous nous relions à notre part animale, qui peut aussi être qualifiée comme un ça. Bref, Franck a lu avec attention Plotin, et lui aussi présente la personne humaine moins comme un jeu que comme un nous, qui peut se relier à différentes instances. Avant de vous présenter la figure de Simon Franck, quelques mots du plan de mon exposé. Je partirai de l'explication du thème central de la doctrine de Franck, à savoir que la réalité n'est pas à comprendre comme un objet de savoir auquel nous ferions face, mais la réalité est elle-même un nous. C'est ce que Franck appelle, pour poser un concept compliqué, un de plus, le sociomorphisme de l'être. Le réel est un nous, un pluriel, une première personne du pluriel. De sorte que nos rapports humains entre nous ne sont pas quelque chose d'incohérent ou d'insignifiant au regard de l'ordre du monde physique, mais sont le reflet de cette réalité qui a cette forme du nous. Dans un deuxième temps, plus terre à terre, je montrerai comment Franck établit rationnellement qu'il ne peut pas y avoir de jeu de première personne du singulier sans un nous, qui ne nous est pas extérieur, mais qui est intérieur à nous. Et pour finir, je répondrai à la critique que pourrait soulever la réduction du jeu à un nous, à savoir, est-ce que ça n'est pas une négation de ma liberté et une aliénation que de faire du jeu un nous. Et je vous montrerai que pour Franck, c'est au contraire la réduction du jeu à une seule de ses dimensions, en l'occurrence sa part extérieure, qui étouffe la personnalité, car la personne ne peut se cultiver que dans la communauté d'une relation à soi. Alors, quelques mots sur Simon Franck. Simon Franck est né à Moscou en 1877 et il meurt à Londres en 1950. Il est né juif et raconte avoir eu la foi dès son enfance, grâce à son grand-père qui lui faisait étudier l'hébreu, lire la Bible et l'emmener à la synagogue. Mais il laisse par la suite le judaïsme de côté et se convertit à l'orthodoxie en 1912. Dès 1906, l'étude et l'enseignement de la philosophie sont pour Franck une vocation. Il deviendra un professeur très apprécié de ses étudiants, ce dont témoignent des lettres qui lui ont été adressées quand il a dû quitter l'université, condamné par le régime soviétique à l'exil. Donc il a été professeur à l'université de Saratov, puis de Moscou, et il est donc arrêté et condamné en 1922 à s'exiler, comme de nombreux autres intellectuels, déportés avec lui sur ce qu'on a appelé, de façon peut-être un peu trop poétique, le bateau des philosophes. Et tous ceux qui sont partis en exil avaient en commun leur adhésion à un idéalisme qui était incompatible avec la politique d'implantation idéologique du matérialisme dialectique que Lénine avait engagé. Dans l'émigration,
Franck et sa famille ont vécu difficilement, mais il a continué à faire de la philosophie, a écrit de nombreux ouvrages. Son œuvre compte des dizaines de livres, d'articles et de traductions, dont très peu sont traduits en français d'ailleurs. Franck ira à Berlin, première capitale de l'émigration russe. Il enseigne à l'Institut scientifique russe et à l'Académie philosophico-religieuse, ainsi qu'à l'Université de Berlin jusqu'en 1933. Inquiété ensuite par la Gestapo, il quitte l'Allemagne pour la France en 1939, puis la France pour l'Angleterre en 1945. Quelques mots sur les textes que j'ai utilisés. Pour cet exposé, je me suis appuyée d'abord sur une des principales sources d'influence de Simon Franck, qui est Martin Buber, B-U-B-E-R, vous aurez la référence, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Je et tu », qui est une source très importante pour Franck. Je me suis appuyée aussi sur le grand œuvre de Simon Franck, traduit en français, qui s'appelle « L'inconcevable », qui est aussi un ouvrage inconcevablement cher, mais qui vaut la peine d'être lu, qui est très, très beau. Et j'évoquerai aux côtés de L'inconcevable, qui a donc été rédigé en 1935, Les fondements spirituels de la société, qui est un livre qui n'a pas été traduit en français, qui date de 1930, et un petit article qui s'appelle « Vie personnelle et construction sociale » qui date aussi du début des années 1930. Vie personnelle et construction sociale, c'est un texte très bref qui constitue une critique à chaud de l'idéologie soviétique et qui vise à s'opposer à ce que Franck appelle la collectivisation des âmes et qui n'est pour lui, de façon assez intéressante, que l'envers de l'individualisme occidental qui tous deux, d'après lui, nient la dignité et la vie personnelle intérieure de l'homme. En effet, pour Franck, l'existence humaine est double et elle est marquée par une opposition permanente entre l'intérieur spirituel et l'extérieur de notre vie empirique et sociale, qui constituent deux plans où se déploie notre vie, et ces deux plans ne peuvent jamais être entièrement conciliés. Et donc nous sommes tous marqués par une dualité assez profonde. Alors j'avais moi aussi prévu un diaporama, mais je vais vous lire un extrait de Franck qui montre bien cette idée de l'homme comme double en lui-même. Voilà ce que dit Franck dans Vie personnelle et construction sociale. Tout homme, quelle que soit sa vision du monde et ses buts, en vertu des conditions générales de son existence humaine, vit inévitablement, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, et immédiatement dans deux mondes, dans deux plans de vie. Il possède toujours une vie intérieure, s'éprouve lui-même comme personne, c'est-à-dire comme un monde intérieur absolument unique, monde de rêve, de pensée et d'espoir, de joie et de chagrin, monde qui en son ultime profondeur est le centre d'où surgissent ses aspirations, d'où naissent les décisions qui déterminent sa vie. Mais simultanément, l'homme prend part à un milieu extérieur, il est un étang qui appartient au monde, une partie du tout du monde, et par là même il prend part à la vie commune. Du point de vue du monde en tant que tout, l'homme individuel est une partie, un organe au service du tout, le rouage d'une grande machine. Donc on a parlé ce matin de la notion de personne comme insubstituable, et qu'il y a à la fois en nous une part spirituelle insubstituable et unique, mais aussi une part sociale marquée par la possibilité de substituer chacun à chacun comme un rouage, le rouage d'une machine. Donc, chez Franck, on a ce motif de la dualité d'un homme intérieur et extérieur, qui est un motif chrétien assez classique, et aussi un héritage de Plotin qui dit, dans le traité 6,
Les âmes sont donc pour ainsi dire amphibies, puisqu'il faut qu'elles mènent une partie de leur vie ici et l'autre partie là-bas. Chez Plotin, notre identité reste potentielle, comme je l'ai déjà indiqué, selon que nous choisissons de vivre d'après les exigences du corps, qui tend à nous distraire de la vie intellectuelle, ou bien d'après les exigences de l'intellect, en nous inspirant de la vie de contemplation des dieux là-bas. Et cette dualité, chez Franck, elle est en fait une relation à trois termes, où ce que nous sommes, c'est ceux qui s'orientent vers l'une ou l'autre de ces possibilités. Et chez Franck, cette structure se retrouve au niveau de la réalité, décrite comme un nous, et c'est ce par quoi je vais commencer, comme je vous le disais dans le plan. La réalité est un nous. Pour Franck, tout savoir qui porte sur le réel, parce que ce savoir est lui-même compris dans le réel, fait partie de l'être et le révèle, s'enracine dans une unité supérieure qui n'est pas elle-même concevable. Et pourtant, c'est cette unité qui constitue la source et la condition de toute connaissance conceptuelle. Cette unité, c'est le fait qu'il y a un monde et non pas rien, et que ce monde est suffisamment unifié pour être concevable. Mais cette unité-là, elle n'est pas concevable par nous. Pour concevoir la totalité de la réalité, il faudrait occuper notre place de sujet connaissant, celle de l'objet connu et celle de la relation entre les deux, ce qui est impossible. Je ne peux pas occuper toutes les places d'une relation, et cette relation elle-même est inconcevable pour moi. Mais sans pouvoir la concevoir, je peux cependant la sentir sous l'aspect justement du sentiment de communauté, de conciliarité que j'ai nommé tout à l'heure en russe sabornost. Ce sentiment de former une communauté avec le reste de la réalité est accessible à tout un chacun dans les expériences de plénitude, d'harmonie avec les éléments de la nature. Et ce sentiment de communauté joue un rôle de premier plan puisque pour Franck, c'est l'essence du nous social, de la communauté politique. Cette idée de communauté, donc sabornost, qu'on traduit par conciliarité, parfois ecclésialité ou solidarité, vient du mot sabor qui veut dire cathédrale et aussi concile, et cela renvoie à une réalité spirituelle commune qui relie, unifie de l'intérieur les différentes formes que prend la vie sociale de l'homme. Et ce qui est particulier avec cette communauté, ce nous social, c'est que alors que dans l'organisme animé individuel, donc dans l'individu, nous n'avons affaire qu'à une conscience individuelle, dans la société, on n'a pas affaire à un seul sujet, un sujet qui serait cohérent, une conscience à l'œuvre dans tout le corps social, mais ce qui unifie la communauté sociale s'exprime dans la liaison, là je cite Franck, la liaison interne des consciences individuelles distinctes des membres de la société. Autrement dit, ce qui caractérise la société, ce n'est pas de disposer d'une volonté unique, comme si elle était un sujet, mais de relier intérieurement ses membres par le sentiment que chacun porte en lui d'appartenir à cette société, c'est-à-dire de se sentir lié au sort de tous les autres. Quand on parle d'âme d'un peuple, on n'a pas affaire à l'unité simple absolue du sujet, mais à une unimultiplicité, comme dit Franck, dont la réalité s'exprime par le rassemblement d'une multiplicité de consciences qui reste individuelle. Pour formuler cette idée brièvement, résume Franck dans son texte « Les fondements spirituels de la société », il dit « On peut dire que la société, à la différence de l'être animé individuel, n'est pas en tant qu'unité conciliaire un quelconque je, mais un nous. Son unité existe en étant présente et en agissant
en tant que conscience de la communauté, en tant qu'idée d'un nous dans ses membres particuliers. Donc l'unité de la société n'est pas extérieure, elle est intérieure à chacun de ses membres, par l'idée qu'ils se font d'appartenir à une communauté. Cette conscience de la communauté en moi par l'idée d'un nous est en fait assez banale. Elle se manifeste simplement par l'attachement que nous avons pour le village dont nous venons, le pays dont on est le citoyen, l'humanité que nous reconnaissons en autrui, etc. Mais cette communauté est en elle-même inconcevable, en ceci qu'elle fait partie de moi, ou plutôt parce qu'elle m'enveloppe et que c'est elle qui me permet d'être un être humain vivant dans ma société, ma famille, etc. Non seulement parce qu'elle fournit les conditions matérielles de mon existence, de ma subsistance, mais aussi parce qu'elle me définit, en un sens que je vais expliquer maintenant, au sens où mon je s'affirme toujours par rapport à cette unité dont il ne peut pas s'extraire entièrement. Donc, deuxième moment de mon exposé, le je se conçoit à partir d'un nous. Le nous, pour Franck, c'est donc ce qui conditionne l'émergence d'un je. Et cependant, nous pourrions être tentés de penser que notre je préexiste à tout rapport au réel, puisque tout dans mon expérience se présente sous cette forme de singularité. Mon monde, ma vie, mon expérience, etc. Cependant, Franck explique que le contact avec le monde comme un ça, à la troisième personne du singulier, ne suffit pas à me révéler à moi-même comme un je. Il n'y a qu'un tu en relation avec moi qui me permet d'être un je. Le premier tu, ce sont les parents qui s'adressent à l'enfant par leur regard, par leurs soins, par leurs paroles, puis toutes les autres personnes dont je fais la rencontre. Dans leurs paroles ou leurs regards, qui sont toujours une invitation à la reconnaissance mutuelle et à l'échange, à la différence de notre rapport aux choses, qui sont là pour être connues ou utilisées. Le rapport entre un je et un tu, c'est un rapport de reconnaissance mutuelle et de dialogue. Tous ces tu me font exister, moi, à un titre donc complètement différent du mode d'existence des choses. Mon existence de je, en première personne du singulier, est conditionnée à cette reconnaissance qu'un tu m'accorde. Elle est donc fragile, je reviendrai sur ce point, et elle n'est pas du tout immédiate ou intemporelle. Franck dit, je le cite, « Jusqu'à la rencontre avec un tu, jusqu'au rapport avec un tu, il n'existe absolument pas de je déjà établi. » Fin de citation. Et Franck le montre en indiquant que si nous partions du je tout constitué, tout fait, sans histoire, alors l'idée qu'existe d'autres consciences que la mienne serait complètement contradictoire et incompréhensible, puisque, comme le dit Franck, je, donc moi-même, est pour moi foncièrement un être unique, mon moi, précisément, ou plus exactement, le je ne m'est donné que dans la configuration d'un je concret. Moi, Emma Guillet, et vous, pour chacun d'entre vous, un seul je concret, et ce je suis est foncièrement non répétable et unique par rapport à tout le reste. Parce que je suis unique, tel que je fais l'expérience de moi-même et tel que je peux me dire, l'idée d'un autre je, d'un alter ego, n'a pas de sens. D'une part parce que l'unique est sans aucune réplique possible, et d'autre part parce que l'idée d'une conscience étrangère est contradictoire dans les termes. Ce que je vis de la conscience, l'expérience que j'en fais, c'est qu'elle m'est intérieure et propre à moi concrètement, et non pas extérieure et commune à d'autres. Donc si je partais du moi tout constitué pour essayer de comprendre comment ce moi existe chez les autres, je n'y parviendrai jamais, puisque l'expérience que je fais de ma conscience, c'est la singularité absolue.
Donc si le jeu est tout formé avant la rencontre du tu, je ne peux pas le considérer lui aussi comme un jeu. Alors il m'apparaît comme un ça, une chose, et pas un alter ego. De plus, la particularité du tu, c'est qu'il n'est pas seulement une conscience étrangère face à moi. Tu es cette conscience étrangère qui me regarde, qui me parle, qui fait des gestes dans ma direction, qui s'adresse donc à moi. De sorte que je prends en même temps connaissance, dit Franck, de l'orientation qui l'a fait se diriger vers moi-même. Je rencontre tu comme lui-même dirigé vers moi dans un échange sans fin. J'ai donc besoin d'une conscience qui me reconnaît pour être un moi, et seul un tu fait de moi une personne et non une chose. Et ce tu ne peut pas m'être donné seulement de l'extérieur, il faut revenir au fait qu'avant même toute rencontre, dit Franck, je recherche un tu et j'en ai toujours déjà une idée qui constitue la forme originaire de mon unité avec lui, notre nous. En fait, ce nous, cette unité, elle est d'abord présentée comme la relation dans laquelle mon je, mon moi, va s'élaborer par opposition et distinction vis-à-vis de ce tu. Franck explique, le je lui-même se constate au moyen d'un acte de différenciation, transformant une unité spirituelle originellement cohérente en un lien de corrélation entre je et tu. Autrement dit, c'est à partir d'un nous indistinct que le je se conçoit lui-même en se différenciant d'un tu où il trouve sa reconnaissance de personne. Pour justifier son propos, Franck explique qu'à la différence du monde des objets, qui apparaît comme ceux qui s'opposent à moi de l'extérieur, comme milieu où j'évolue, comme série d'obstacles ou de dangers que je rencontre, le tu, lui, s'oppose à moi de l'intérieur. Donc à partir d'une unité primordiale. Et il donne deux exemples, celui de la timidité et celui de la haine. Dans le phénomène de la timidité, le tu ne menace pas de m'écraser de l'extérieur, mais de m'envahir intérieurement. Franck explique, le je ressent alors une angoisse d'une espèce tout à fait particulière, extrême, l'angoisse de l'insécurité intérieure. Aussi se replie-t-il en quelque sorte au plus profond de lui-même, par quoi il prend pour la première fois conscience de lui-même comme d'un être soi doté d'intériorité. Il se referme sur lui-même afin de se défendre contre l'agression. Fin de citation. Cet exemple de la timidité comme insécurité intérieure montre que l'autre, le tu, fait partie de moi, ou plutôt, là encore, fait émerger le je, dans la description de Franck, par la résistance que le je oppose à l'agression du tu qu'il vit en lui-même. Et un autre exemple de Franck, c'est celui de la haine. Dans toute relation entre un je et un tu, même une relation extrêmement conflictuelle comme la haine, le je et le tu ne s'abolissent pas mutuellement, ils demeurent toujours liés, puisque tous les deux s'enracinent dans la reconnaissance d'un nous, toujours plus primordial que toutes les dissensions de la haine. Et Franck explique, même quand je reconnais qu'un homme quelconque m'est parfaitement étranger, ou que je me trouve dans un rapport de dissociation ou d'inimitié à son égard, je reconnais que nous sommes étrangers l'un à l'autre, ou dans l'inimitié elle-même. La seule désunion réellement accomplie avec autrui a lieu quand il n'y a plus de reconnaissance mutuelle, quand autrui est abordé comme une chose avec laquelle aucune rencontre ou dialogue n'est possible. Ce risque existe, il était déjà mis en avant par Buber. Toute relation à un tu risque de dégénérer en relation à un ça,
Mais comme Buber l'avait déjà relevé, chosifier autrui fait aussi de moi une chose, puisque la première personne n'existe que dans l'adresse qu'il lance à autrui et qu'autrui lui renvoie à son tour. Ce qui fait dire à Franck que je et nous sont également premiers, ni plus ni moins premiers l'un que l'autre, puisque le je est tout aussi impensable autrement que comme un membre du nous, et que le nous est impensable autrement que comme l'unité d'un je et d'un tu. Donc pas de reconnaissance, pas de je sans reconnaissance d'un nous. Mais j'arrive à mon troisième point, comment alors parler de singularité dans cette communauté? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que le nous étouffe en lui le je? Le nous ne risque-t-il pas donc d'aliéner le moi? Et on peut se faire une idée de ce que Franck a pensé de cette question d'après les analyses qu'il développe dans Vie personnelle et construction sociale, qui est donc un texte d'une vingtaine de pages publié au début des années 30 à Paris. C'est un texte de circonstance qui est publié dans le contexte de la collectivisation de l'agriculture en URSS et en réaction à la politique de répression des koulaks, des paysans riches du RSS, ainsi que le mouvement de répression qui avait lieu en URSS contre le clergé. Et donc, à cette même époque, à Paris, il y a plusieurs penseurs religieux comme Franck qui écrivent des livres pour s'opposer à la fois à la découlakisation et puis au mouvement massif de sécularisation en Russie. Et Franck veut montrer que, tout comme l'individualisme libéral, qu'il déplore en Occident, le collectivisme mène en fait à la dislocation du lien social et à l'oppression de la personne. Pour Franck, cette dislocation tient à l'importance exagérée qu'on accorde au domaine extérieur de la vie humaine. J'avais distingué au départ deux plans, le plan extérieur, le plan intérieur. Le plan intérieur de la spiritualité, c'est celui qui est nié, selon Franck, à la fois dans l'URSS soviétique et dans l'Occident libéral, au profit donc d'un intérêt pour l'humain qui est strictement extérieur, sa compétence technique, sa valeur sur le marché du travail, etc. Et Franck explique à ce titre le mépris pour la vie spirituelle, pour toutes les questions relevant de la vie intérieure de la personne, l'attrait pour l'activité purement extérieure, pour la technique au sens large, le rapport de maîtrise à l'égard du monde extérieur, la disqualification sous le sobriquet méprisant de romantisme de tout ce qui ne relève pas de l'aptitude à rencontrer le succès dans l'action et à atteindre des buts extérieurs. Tout ceci est largement répandu dans l'esprit de la jeunesse de tous les pays. Autrement dit, URSS et Occident, même combat dans la négation de la personne et de sa valeur. Entre l'idéal cynique dont parle Franck de l'homme d'affaires à l'américaine, qui est uniquement préoccupé de battre des records et d'avoir une réussite extérieure, et ce que Franck nomme le fanatisme social soviétique, qui veut transformer l'homme en détenteur anonyme d'une énergie qui doit être tout entière investie au service de la société, il n'y a qu'une différence apparente. Du point de vue de la part que ces deux idéaux réservent à la vie intérieure de l'homme, ils sont strictement équivalents et, selon Franck, ils défigurent les conditions normales, indéracinables dans le temps de la vie humaine. Les conditions normales de la vie humaine, pour Franck, sont celles où la participation de l'homme à la vie extérieure s'imprègne de sa vie intérieure, d'une part, et où, d'autre part, sa vie intérieure adopte des formes qui contribuent et enrichissent sa vie extérieure. Cela va de pair avec ce que Franck appelle dans un héritage antique le droit au loisir, au sens antique du mot, c'est-à-dire le droit, je cite Franck, inaliénable, absolu et inné de l'homme à avoir une vie personnelle intérieure, indépendante,
qui ne peut croire et s'affirmer qu'à partir de toute sa profondeur. Donc la seule façon pour ne pas être absorbé dans un nous extérieur qui menacerait de nous dépersonnaliser, mais aussi la seule façon d'échapper à l'isolement d'un jeu qui n'aurait plus de lien à ses semblables et les traiterait tous comme des choses, des obstacles ou des tremplins à sa réussite personnelle. La seule façon d'y parvenir, c'est de rester soi-même un nous intérieur. Une société dont nous pouvons approfondir la relation par le dialogue avec autrui, mais aussi par le dialogue avec nous-mêmes, puisque ce nous-mêmes naît de la dualité je et tu, que nous portons aussi en nous. Pour conclure, il est possible de lire un auteur comme Simon Franck de façon laïque, bien qu'il soit un philosophe religieux. Il nous permet de comprendre, me semble-t-il, non pas le sentiment d'altérité en soi ou d'aliénation à soi, qui reste des formes de chaos assez inexplicables chez lui, mais qui nous permet de comprendre en revanche le sentiment d'attachement et de communauté que nous ressentons auprès de tous ceux à qui nous nous adressons en tant que personnes. La notion de personne chez Franck ne se réduit pas aux humains, puisqu'elle inclut Dieu, qui en est le modèle, mais peut aussi s'appliquer à tous les autres êtres de la nature dont je ne peux me distinguer qu'en me reconnaissant aussi dans une communauté avec eux. Et pourtant, cette communauté, ce nous fondateur, paraît tout à fait fragile, puisqu'elle résout de façon toujours incertaine la tension qui existe chez Franck de façon tragique, politiquement et socialement, entre un moi intérieur qui se sent lié à tout, qui n'a en fait pas de limite, et un moi extérieur qui, en revanche, n'est qu'un rouage remplaçable dans l'organisation politique et sociale. Et donc, le risque pour la personne de disparaître dans l'indifférence du ça, de la troisième personne du singulier, ou dans l'anonymat du tout, est constant chez Franck, et c'est pourquoi le sentiment de la communauté, où le je se reconnaît, c'est toujours pour Franck le fruit d'une réflexion lucide et d'une intimité à soi. Je vous remercie pour votre attention.